sur le podcast de Nama Akapele où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et à un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Hello, alors on va commencer dans un instant à écouter l'entretien réalisé avec Active by Marine. Marine est une accompagnatrice en nutrition et on va évoquer avec elle le sujet de l'alimentation qui est la fondation, une des fondations, un des piliers du bien-être. Allez, à tout de suite! Donc, bonjour Marine, je te remercie, Bonjour Marion. je te remercie beaucoup pour te joindre à l'entretien d'aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de lancer un premier épisode sur le sujet du podcast de Nama Akapele qui est lié à la reconnexion au corps. Et en fait, c'est vrai que la nutrition, pour moi, c'est le sujet numéro un. Tu es accompagnatrice en nutrition Exactement. et tu es professeure de yoga en parallèle. Et justement, ce que je voulais te voir avec toi, comment on peut faire pour connecter le bien-être à la nutrition. Tout d'abord aussi, ce que je voulais dire, c'est que je t'ai rencontré avec ton compte Instagram, Mhm. compte où tu es créatrice de contenu. Mais en fait, au quotidien, tu partages vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ton quotidien pour nous inciter à être équilibrés au niveau de, on va dire, notre manière de s'alimenter. Et en plus, tu partages des tips à travers des carousels, des vidéos que tu partages. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages déjà. Bah, de rien, avec plaisir. C'est ça, en fait, mon compte, c'est plutôt des posts, on va dire, informatifs, qui j'aime bien un peu casser les idées reçues et surtout expliquer d'où viennent les idées reçues. Donc ça, c'est les posts qui restent. Et puis au quotidien, en story, en effet, je partage un peu ce que je fais, parce que souvent, les nutritionnistes, on va dire, en global, on est considérés comme des personnes qui font tout parfaitement. Et j'aime bien montrer que nous aussi, enfin, on mange bien, mais en fait, comme tout le monde, en fait, et que la vie n'est pas parfaite pour tout le monde malgré les métiers, quoi. Enfin, c'est intéressant, mais et j'ai vu que tu travaillais entre Paris et la Bretagne. Tu fais des C'est ça. accompagnements aussi, enfin, tu fais des bilans corporels, etc. Ouais, exactement. En fait, au départ, donc j'ai commencé à travailler chez Little Biceps à Paris et pour mes premières consultations. Et en fait, mon conjoint a été muté en Bretagne il y a presque 2 ans maintenant. Donc grâce, on va dire, à Internet, on peut faire beaucoup de suivi à distance. Donc c'est très pratique pour moi. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même le contact humain. Donc je continue de retourner sur Paris de temps en temps pour voir mes clientes et puis en recevoir aussi en Bretagne en parallèle. Donc ça m'occupe bien. Ok, ben on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure sur tes modes d'accompagnement. Ma première question pour toi, ce serait qu'est-ce qui t'a donné l'envie donc de devenir professeur de yoga et ensuite accompagnatrice en nutrition, c'est-à-dire quel est ton cheminement, quel est ton parcours? Alors, c'est marrant que tu utilises le mot cheminement parce que c'est un vrai cheminement pour le coup. En fait, au départ, pour te dire la vérité, j'étais étudiante en architecture intérieure, donc tu vois, rien à voir. Et en fait, donc c'était des études qui prenaient quand même beaucoup, beaucoup de temps, où la compétition entre les élèves et la pression était assez présente. Et du coup, dès ce moment-là, j'ai cherché à essayer de trouver un équilibre, moi, pour gérer mon stress, pour gérer une prise de poids aussi qui s'est faite comme beaucoup d'étudiants à Paris à ce moment-là, etc. Donc, ça a été, on va dire, mon premier pied, malgré moi, dans la recherche du bien-être, on va dire. Et en fait, une fois que j'ai eu ma licence, je suis partie en Californie, donc faire mon stage de fin d'études. Et c'est là où j'ai vraiment découvert tout ce qui était déjà une nouvelle alimentation et le yoga. Parce que j'avais des amis du coup qui faisaient très très attention à ce qu'elles mangeaient là-bas et qui faisaient du yoga tous les matins, etc. Donc c'est vrai que c'était un nouveau rythme, une nouvelle découverte. C'est quand même en 2013, hein, donc
c'était pas si répandu que ça en France, donc pour moi, c'était vraiment très nouveau. Et de là, j'ai voyagé beaucoup, donc au Japon, en Inde. Donc au Japon, j'y ai vécu pendant presque 3 ans en tout. En Inde, j'ai fait des formations de yoga, etc. Donc encore des nouvelles cultures, des nouvelles façons de s'alimenter qui m'ont vraiment passionnée. Tout ce qui était sport, tout ce qui était yoga, culture du corps aussi, toutes ces cultures différentes. Et en rentrant en France, donc en 2017, je me suis dit que bah, je voulais faire ça, quoi. Je voulais plus du tout être dans l'architecture. Et donc, j'ai utilisé au départ mes formations de prof de yoga pour faire que ça, faire aussi un peu de coaching sportif. Et en parallèle, je me suis formée à distance donc sur la nutrition. Et maintenant, la nutrition reprend la majeure partie, on va dire, de mon activité, parce que en fait, je trouve ça très passionnant et c'est vrai que c'est un des piliers principaux du bien-être, quoi. Bien manger, ça nous permet de bien bouger, donc voilà. Ok, bah merci. Et c'est vrai que le mot cheminement, pour moi, c'est vraiment le terme parce que bah, de mon côté aussi, je suis en train de cheminer dans ce domaine-là. Et Ouais. commencer par, bah, par exemple, les massages bien-être, mais j'ai plein d'autres outils en tête que j'aimerais partager par la suite. Mais tout d'abord, Mhm. j'ai rencontré beaucoup de personnes comme toi qui font le même parcours. Et en général, c'est des événements de vie ou des moments qui fait qu'on décide de prendre cette direction. Et on le fait Ouais. d'abord pour soi et après on le partage aux autres. C'est un peu... Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Et c'est vrai que c'est l'histoire de beaucoup de personnes aussi, je trouve, en fait, on est vraiment dans un monde où on a accès vraiment à l'information et en fait, en faisant des recherches pour soi, on n'a pas le choix que de se spécialiser un petit peu que dans ce qui nous intéresse et du coup, bah, ça fait plaisir de le partager aussi aux autres, quoi. Bah, je te Donc, remercie. Et surtout par rapport à... Donc pour toi, l'alimentation, quelle est... C'est peut-être un peu répétitif par rapport à ce qu'on vient de se dire, mais comment l'alimentation pour toi est un élément clé pour le bien-être? quand on parle de l'alimentation, en fait, une bonne alimentation, bien s'alimenter, etc., c'est vrai que dans la tête des gens, c'est plutôt tout de suite vers les légumes verts, les probiotiques, l'alimentation santé, en fait. Donc, rien que ça, on va dire, dans l'idée générale, pour moi, l'alimentation est un pilier du bien-être parce que c'est prendre soin de son corps de l'intérieur, en fait, de sa santé sur le long terme, tout ça. Mais il y a aussi maintenant, je trouve, une vraie enfin, ça se développe beaucoup sur le côté, on va dire, émotion et psychologique aussi. Le rôle de l'alimentation, techniquement, bah, on mange entre 2 et 4 fois par jour chacun, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment présent dans nos pensées. On peut pas, bah, à part des personnes qui vraiment n'ont rien à faire qui n'ont pas de goût culinaire, qui n'ont pas envie de manger plus que ça et en fait qui doivent juste s'alimenter. Bon, bah, peut-être que pour eux c'est un peu plus simple, mais je pense qu'une majeure partie d'entre nous, en fait, c'est des vrais questionnements, savoir ce qu'on va cuisiner, où est-ce qu'on va manger si on sort, quel choix on va faire. En plus, on a vraiment énormément de choix. Donc, en fait, il y a toute cette dimension peut-être un peu maintenant stressante, peut-être aussi culpabilisante avec le jugement des autres, etc. Ça peut développer des obsessions, des troubles alimentaires. Enfin, en fait, donc pouvoir gérer en fait son alimentation au-delà de juste la santé dans le corps. Pour moi, l'alimentation en fait fait vraiment partie du bien-être parce que quelqu'un qui sait s'alimenter et qui aime ce qu'il mange, en fait, c'est quelqu'un qui est heureux de base. Il y a pas de trouble derrière, c'est quelqu'un d'équilibré et donc bien gérer l'alimentation juste pour ça. Enfin, juste pour ça, c'est un gros mot, juste parce qu'il y a plein de choses, mais du coup, c'est un vrai pilier du bien-être quotidien, quoi. Ok, bah, justement, j'ai la question qui vient ensuite. Montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Tu penses quoi de cette question? En vrai, je trouve qu'elle est vraie et fausse en même temps. On va pas se mentir. En fait, oui, elle est vraie parce que c'est vrai que quelqu'un qui mange que des barbecues ou quelqu'un qui est vegan, quelqu'un qui cuisine beaucoup, qui achète du surgelé, ça en dit long entre guillemets sur la personne. Donc, on peut très facilement juger quelqu'un à sa façon de s'alimenter. En revanche, je trouve que ça devrait pas être une expression banalisée, entre guillemets, parce que, bah, en fait, on ne sait pas forcément quelles sont les problématiques de la personne derrière, quel est son emploi du temps, quels sont ses besoins, peut-être sportifs, ou je sais pas. Et en fait, donc, je pense pas que c'est vrai dans le sens où, techniquement, on peut pas juger quelqu'un par rapport à ce qu'il mange, parce qu'on a tous des phases dans notre quotidien, dans notre vie, qui font qu'on s'alimente différemment. Après, c'est vrai que c'est une expression que je comprends parce que c'est très facile de juger quelqu'un à ce qu'il mange, en effet. Ok, oui, parce que justement, on peut être à un moment plutôt stable dans sa vie, etc. Et des moments où on a des challenges, et par moments, bah, il se peut qu'on craque un peu plus parce qu'on est un peu plus stressé. Ça peut être le cas, Mm. par exemple.
Donc, Exactement, ouais, exactement. Mais comme tu dis, tu vois, en fait, techniquement, enfin, tu peux dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Quand tu vois quelqu'un manger, s'enfiler des paquets de gâteaux ou des choses comme ça, tu peux dire, ah, cette personne, peut-être ça va pas très bien, elle est peut-être un peu stressée ou elle vient d'encaisser un coup dur, ou tu vois. C'est vrai que techniquement, ce que tu manges, c'est qui tu es sur le coup, mais on va dire que ça ne définit pas la personne sur une vie, quoi. C'est sur un moment précis, plutôt. oui, d'accord. Parce que surtout que c'est là, on parle un peu d'émotions et au final, les émotions, c'est pas qui tu es, c'est censé un peu te traverser sur le moment. C'est pas, sauf si tu laisses stagner l'émotion, bah ça devient sur le long terme. Mais bon, Ouais, autre chose encore. ouais, ouais, exactement, c'est ça. Et ok. Alors après, c'était pour moi un sujet que je trouve intéressant parce qu'on parle souvent de la pleine conscience dans plein de sujets, etc. Et puis, Mhm. il y a l'alimentation euh, bah, qui est beaucoup rattachée à ça, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque bouchée, à chaque repas, profiter de ce que tu manges aussi, peut-être réfléchir d'où le produit vient, comment il a été constitué, etc. Mais concrètement, pour toi, comment on peut le faire? Parce que c'est facile à dire, de le faire en pleine conscience, mais comment le faire exactement? Alors, donc, tu parles de donc, l'alimentation en pleine conscience. En fait, bah, déjà, comme tu dis, donc, c'est se reconcentrer un peu sur son repas, analyser ce que tu as dans ton assiette pour voir ce que ça t'apporte sur tes émotions. Je trouve qu'en soi, l'alimentation pleine conscience, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, bah, de profiter surtout dans notre culture française, parce qu'on est très gastronomie, etc. On aime manger, on aime cuisiner, etc. Enfin, pour la plupart des gens, en tout cas, on aime manger. Et c'est vrai que savoir se reconnecter à son assiette, ses émotions, ce que le repas apporte, c'est important. Après, c'est pas forcément, on va dire, un but en soi, je pense, parce que tu peux avoir des personnes qui vont avoir des mauvaises sensations de faim et de satiété, justement, je trouve, par tout ce qu'on peut voir justement sur les réseaux sociaux, sur tu vois, les coachs sportifs qui donnent leur avis, des nutritionnistes. En plus, maintenant, il y a beaucoup de médecins nutritionnistes qui passent à la télé, qui essaient de donner des conseils que tout le monde essaie d'appliquer en fait au mieux. Ça chamboule complètement notre alimentation parce qu'on veut faire au mieux justement pour la santé et on en perd en fait nos vrais repères et nos vraies sensations. Donc l'alimentation pleine conscience, pour moi, on va dire, il y a deux étapes. Il y a la première étape qui est déjà d'avoir un premier avis critique sur ce qu'on entend constamment autour de nous et se recentrer sur ce qu'on a vraiment besoin soi, mais vraiment au sens large. Par exemple, quelqu'un à qui on dit ah, bah, il faut manger salé le matin. Parce que c'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Est-ce que cette personne aime manger salé ou pas? Et du coup, si non, elle a besoin de sucré, bah, savoir comment avoir les bons apports d'un petit-déj salé dans une version sucrée, par exemple. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, de l'alimentation pleine conscience, c'est de savoir ce qu'il faut faire, comment moi, ça s'adapte à moi, mes envies, ma personnalité, mes besoins, etc. Et après, là-dedans, il va y avoir la deuxième étape de chercher vraiment à être satisfait de son alimentation, se dire bah là j'ai plus faim, là j'ai encore faim, mais est-ce que j'ai vraiment assez mangé parce que je vais quand même me taper un marathon derrière demain matin, donc bon là j'ai plus faim, mais est-ce qu'il faudrait que je mange plus ou moins, etc. Et ça c'est un autre travail aussi, mais je pense qu'il demande beaucoup de connaissances en fait de son corps déjà, et ensuite de l'alimentation et de ce que ça apporte. Oui, ok. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Il y a le côté, bon, bien sûr que ce soit appréciable ce que tu manges au quotidien. Il y a aussi s'écouter, voir si tu as faim, pas manger parce qu'il est 20 heures et que ça se trouve tu n'as pas faim, donc enfin, tu t'écoutes un petit peu. Et même Ouais. au niveau des aliments, on peut sentir si on est vraiment reconnecté, enfin, à son corps, sentir qu'il y a des aliments qui te font du bien et d'autres non. Ça, en fait, je pense que l'alimentation pleine conscience, je sais qu'il y a beaucoup de méthodes maintenant qui sortent en livres, enfin, des articles, etc. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement personnel qu'il faut vraiment. Je pense qu'il n'y a pas une vraie bonne méthode. Il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, de se connaître et tout ça, quoi. Oui, et puis je suis en train de me dire, c'est comme on recommande des aliments en général qui sont bons pour la santé, mais un aliment n'est pas forcément bon pour une personne et pour l'autre. Enfin, on n'a pas les mêmes. C'est Euh, ça. Ouais, c'est ça. ouais, le corps, hein, je pense, n'a pas les mêmes préférences, les mêmes terrains, etc. Oui, bah, en fait, en fonction de comment tu as été élevé, comment tes parents t'ont nourri aussi pendant que tu étais enfant, ça a développé une certaine microbiote intestinale, t'as peut-être certaines allergies, intolérances, ce genre de choses. Et en grandissant, bah, tu as des goûts, tu as des habitudes, et puis tu as des prédispositions à manger facilement certaines choses ou non, quoi. Mm. Alors, justement, on parlait des petits déjeuners il y a un instant. Est-ce qu'il y aurait des bases à savoir pour avoir un petit déjeuner bien équilibré? Ouais, alors déjà, le petit déjeuner, c'est un sujet qui est très très large.
premier truc à savoir, c'est que la phrase le petit déjeuner est le plus important de la journée, c'est une phrase qui a été inventée par Kellogg's. Donc, c'était une phrase marketing. Et en fait, il s'était appuyé sur des études scientifiques comme quoi c'était le petit déjeuner le plus important de la journée. Mais l'étude était financée par Dr. Kellogg's, qui était le frère du patron Kellogg's Céréales. Donc forcément, ça allait un peu dans leur sens. C'est une petite anecdote que j'aime bien rappeler parce que c'est vrai qu'en consultation, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'aiment pas prendre de petit-déj. Et en fait, c'est important déjà de rappeler que c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas faim, en fait, c'est pas obligatoire. Et techniquement, quand on regarde le déjeuner, en fait, c'est le fait de casser le jeûne. C'est l'étymologie du mot, c'est ça. Donc à l'époque, c'était le déjeuner qui était le premier de la journée. Donc on peut très bien faire du jeûne intermittent en mangeant moins le matin, enfin ou pas du tout le matin, et commencer son premier repas donc au déjeuner. En revanche, peu importe l'heure à laquelle on choisit de casser son jeûne, que ce soit le petit-déj ou le déjeuner, en fait, il faut savoir qu'il faut absolument que le repas soit complet. Donc, typiquement, en prenant que des céréales, comme Kellogg's a essayé de nous le faire croire il y a 60 ans, en fait, ça fait un pic de glycémie qui est vraiment pas intéressant pour le corps parce que ça retombe tout de suite, parce que le glucide est digéré très, très rapidement derrière. Et en fait, donc, cette retombée fait qu'on a faim très, très vite et on n'a pas assez d'énergie pour tenir jusqu'au déjeuner. Donc, en fait, ça appelle justement au grignotage, etc. Après, ce pic de glycémie, il est naturel dans le corps. Si on n'est pas diabétique, tout le monde le gère très bien et en fait, il est presque nécessaire pour lancer le mécanisme du corps au réveil le matin, pour lancer les muscles, la digestion, tous les systèmes dans le corps, etc. Donc, aujourd'hui, il est diabolisé, ce pic de glycémie, mais si on n'est pas diabétique, il n'y a aucune raison de le diaboliser. C'est juste qu'il faut prendre conscience que si on prend un petit déj que glucidique, type des céréales, avec du lait, et ben en fait, on va avoir faim 1 heure après le petit-déj et la matinée va être très longue jusqu'au déjeuner, quoi. Donc, ça pousse à des grignotages ou en fait, juste subir sa matinée jusqu'au déjeuner, quoi. Ok. Donc, c'est pour ça que peu importe le petit-déj, il faut qu'il soit complet. Donc, glucides, il n'y a aucun problème, parce qu'en fait, c'est vraiment la source première du corps. Et bah, en fait, que ce soit du glucide sucré ou du glucide salé, type. Enfin, je dis salé, mais en fait, ça peut être des flocons d'avoine, des fruits, des légumes, enfin, n'importe quoi. Du glucide le matin, c'est top pour commencer la journée. Mais il faut aussi du gras pour que ça tienne au corps, pour que ce soit plus lentement digéré et qu'on tienne plus longtemps sur la matinée. Et évidemment, ça c'est ma bataille numéro un, il faut des protéines à chaque fois. La protéine, en fait, va permettre la synthèse de cette énergie et la redistribution dans le corps. Donc, il faut vraiment de la protéine à chaque fois qu'on mange, techniquement. Donc, en fait, un bon petit déjeuner, aujourd'hui, on parle de petit déj salé parce qu'en fait, c'est le plus facile, entre guillemets, pour avoir des produits entiers, naturels et complets. Euh, donc on va avoir, oui, je sais pas, par exemple, bah, l'omelette, la fameuse omelette avec un morceau de pain et puis, je sais pas, un avocat dessus ou un morceau de fromage, etc. Donc ça passe très bien. Il y a du gras dans le jaune d'œuf et le fromage, il y a du glucide dans le pain et il y a de la protéine dans l'œuf. Donc petit-déj complet. Par contre, on peut avoir une composition de petit-déj entière avec des petits-déj sucrés, type on peut prendre un fruit pour le glucide, un skyr ou un petit suisse pour la protéine, et puis des flocons d'avoine pour donner un peu plus de fibres, etc. Et je sais pas, moi, une cuillère de beurre de cacahuète pour le gras, quoi. Donc là, ça devient un petit déj sucré, mais qui est aussi complet et qui est très très bien pour commencer la journée. Ok. Voilà. C'est une longue réponse, mais je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, le petit déj. Donc... Oui, bah c'est surtout pour bien commencer sa journée. Ça se trouve, voilà, avoir suffisamment d'énergie pour la commencer, mais ça se trouve, on n'en a pas besoin parce que, bah, comme tu dis, on peut couper le jeûne seulement au moment du déjeuner. Donc c'est un peu, Ouais. c'est intéressant, je trouve, comme sujet. Après, si on a une journée, par exemple, bien remplie, potentiellement, c'est bien de prendre un déjeuner et d'autres, je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu au feeling. On peut savoir s'il y a un matin où on a besoin et d'autres pas forcément, qu'on peut le... Ouais, exactement. Bah, ça revient un peu du coup à l'alimentation pleine conscience. Je pense que quand on connaît bien son corps et qu'on connaît les apports dont on a besoin en termes énergétiques, en fait, on peut les répartir un peu comme on veut. On peut avoir, bah, c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin avec mon père qui est parti, lui, il fait de la nage en eau froide l'hiver, c'est un malade. Et en fait, on discutait du fait d'y aller à jeun ou pas, par exemple. Et en fait, lui, il sait qu'il peut pas, enfin, il préfère ne pas y aller à jeun. Enfin, il préfère y aller à jeun pour qu'en fait toute son énergie soit concentrée sur le fait que son corps se réchauffe plutôt que digérer son petit-déj. Et il a raison pour le coup. Après,
c'est quelque chose qu'il connaît parce qu'il connaît son corps, il sait comment son corps va réagir dans cette situation-là. Moi, je nage pas déjà en eau froide, mais surtout, en fait, je sais que le matin, si j'ai pas de petit déjeuner, en fait, mon corps ne se réveille pas du tout. Donc c'est parce que j'ai appris aussi à me connaître, donc il me faut un petit déjeuner. Et là, revient un peu du coup l'alimentation pleine conscience sur bah, si on se connaît, on connaît ses apports, en fait, on est capable de décider quand est-ce qu'on peut, enfin, quand est-ce qu'on a envie de commencer, de casser notre jeûne, quoi. Ok. Et c'est un peu pareil pour au final les repas du soir et du midi? Ouais, ouais. En fait, chaque repas, donc en tout cas les trois repas principaux, mais même les snacks, en fait, quand j'y pense, il faut toujours qu'il y ait des trois macronutriments pour qu'ils soient complets. Donc graisse, protéines, glucides. Les glucides, l'énergie première du corps, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on trouve naturellement le plus dans la nature. Ça, quand on parle de glucides, souvent on associe aux féculents, mais c'est aussi les céréales, c'est aussi les légumineuses, les fruits, les légumes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont enveloppées dans la catégorie glucides. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a donc les protéines qui sont essentielles, comme je disais tout à l'heure, pour synthétiser tout ça et en fait nourrir correctement le corps. Et enfin, donc les graisses qui apportent beaucoup de micronutriments en vitamines ou en oméga 3. Donc en fait, les graisses, en tout cas les bonnes graisses, sont une alimentation santé hyper importante et qui permettent, comme elles sont digérées plus lentement, qui permettent de tenir plus longtemps. Après, en termes de proportion ou d'horaire de repas, là, c'est vraiment au choix de chacun. Parce qu'en fait, ce qui compte, je dis n'importe quoi, j'arrondis, mais supposons que quelqu'un ait besoin de 2000 calories par jour. Ben en fait, cette personne, qu'elle ait tout sur un seul repas ou qu'elle ait fractionné en 8 repas sur la journée, techniquement, elle a ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Son corps, il est nourri parce qu'il a ce dont il a besoin. Il a des trois macros. Après, si cette personne préfère faire un jeûne intermittent le matin et se faire des gros repas le soir parce qu'elle dort mieux quand elle a le ventre bien rempli, bah, tant mieux, elle mangera mieux comme ça. D'autres personnes préfèrent s'endormir le ventre léger. Dans ce cas-là, ils se font plutôt un petit repas le soir, un snack un peu plus conséquent peut-être l'après-midi et un gros petit-déj. Ben, là, ça marche aussi. En fait, il faut penser plutôt l'alimentation sur une fenêtre de 24 heures. Il faut remplir ses besoins sur 24 heures. Après, l'horaire des repas, il faut se rappeler que certes, on bouge moins la nuit, mais il se passe énormément de choses dans le corps pendant qu'on dort, surtout donc la récupération musculaire, la récupération des tissus, tout l'inconscient du cerveau qui prend place aussi. Enfin, et puis le corps continue de fonctionner, heureusement, parce qu'on continue de respirer, le cœur bat, etc. Donc tout ça, ça demande aussi de l'énergie. Et certaines personnalités ont plus de facilité à avoir un bon sommeil réparateur, l'estomac plein, d'autres l'estomac vide. Ça, bah, encore une fois, c'est apprendre à se connaître en fait et savoir ce qui est le mieux pour nous, quoi. Ok. Non, c'est super intéressant et merci pour le rappel que oui, au final, c'est réparti sur 24 heures et après, on fait un peu comme on veut. Après, c'est vrai que parfois, si on est en famille, ou voilà, on essaie de trouver un moment pour que tout le monde se retrouve au même moment du repas. Mm. Alors après, il y avait un autre sujet que je voulais voir avec toi parce que le printemps arrive à grands pas et souvent, il y a un peu le sujet du summer body qui arrive à ce moment-là. Donc là, on arrive un peu en avance. Ouais, Il y a un peu voilà, le moment où on parle de régime. Bon, moi, j'aime pas trop le terme régime, je dirais plutôt rééquilibrage alimentaire parce qu'au final, c'est un peu ouais. sur le long terme. Mais j'ai vu que tu avais discuté, enfin, tu avais expliqué sur ton compte Instagram que tu conseiller aux personnes de se préparer à cette étape-là pour que ça se déroule Ouais, et pas faire ça du jour au lendemain. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur cette partie-là? ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que le summer body, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Alors heureusement, maintenant, il est un peu moqué. Le terme est de plus en plus moqué. Donc avec un peu d'espoir, d'ici quelques années, on n'entendra plus parler. Mais c'est vrai que bah, depuis toujours, en fait, quand on regarde sur les magazines féminins, les émissions de télé, à partir du mois de mai, c'est la mode des régimes miracles et qui promettent de faire perdre entre 2 et 5 kilos en un mois, super facilement, sans privation. Déjà, quand on regarde les techniques, c'est jamais sans privation. Je- C'est vraiment un concept, voilà. On se prive quand même beaucoup pour perdre aussi vite et autant. Et puis en fait, surtout, c'est des régimes qui fonctionnent pas parce que déjà, la preuve, c'est qu'on les recommence tous les étés. Donc, si ça avait fonctionné, on n'aurait pas besoin de les refaire. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est des régimes qui sont tellement drastiques et rapides que, en fait, on perd beaucoup d'eau.
on perd un peu de masse musculaire. Donc nous, on est content parce qu'on se sent un peu asséché. On voit sur la balance que la promesse du régime, entre guillemets, est tenue. Seulement, dès qu'on reprend une alimentation normale, on reprend exactement ce qu'on a perdu très très rapidement en quelques jours, voire plus parce qu'on a abîmé son métabolisme qui, du coup, sait plus trop gérer ces variations d'alimentation et en fait va commencer à restocker du gras parce que en prévention bah, d'une prochaine diète drastique qui généralement on recommence du coup parce qu'on a repris du poids, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et donc voilà, donc le premier conseil, c'est surtout de ne pas faire ces régimes miracles, ça ne sert à rien. Mais pour pouvoir avoir un corps, alors sans utiliser le summer body, mais en tout cas un corps auquel on est à l'aise pour aller à la plage, dans lequel on se sente bien, en fait, il faut s'y prendre au moins 3 4 mois avant, considérant qu'on n'a pas de problème de santé, considérant qu'on n'est pas des gros adeptes du régime, qu'on n'en a pas fait beaucoup, etc. Parce que en fait, on sait qu'on a un bon métabolisme et qu'en 3 4 mois, on peut se débarrasser du gras rapidement. Mais quelqu'un qui a fait beaucoup de ces régimes miracles justement dans sa vie, ou qui a commencé très jeune, qui a eu des périodes de restrictions intenses en termes alimentaires, etc., et qui a du mal à perdre quelques kilos, bah, cette personne va devoir faire d'abord, comme tu disais, un rééquilibrage alimentaire. Donc ça, c'est une phase où en fait, on ne perd pas de poids. Alors évidemment, il y a des cas à part, il y a des personnes qui sont tellement dans des mauvaises alimentations que le fait de se rééquilibrer, ils vont perdre un peu tout de suite. Mais le but de cette phase, en fait, c'est de déjà remettre à plat son alimentation, redonner au corps ce dont il a besoin, et dans un deuxième temps, pourquoi pas réduire un petit peu les quantités pour créer un déficit calorique et donc perdre du poids. Mais là aussi, en fait, pour que ce soit du poids qui se perde définitivement, il faut compter 3 4 mois pour que ce soit bien fait, quoi. Donc voilà, je pense que quelqu'un qui a jamais fait de régime peut considérer un petit déficit calorique pas trop drastique 3 4 mois avant ses vacances. Quelqu'un qui a des problèmes pour stabiliser une perte de poids, etc., va devoir prendre au moins un an à l'avance pour retravailler depuis le début, quoi. Ok. Bon, après, le challenge, c'est toujours de trouver un bon équilibre tout au long de l'année. C'est Oui, vrai que, étrangement, l'hiver, on a tendance à vouloir manger un peu différemment. Après, les saisons changent, etc. Mais le but, c'est de trouver un équilibre, on va dire constant. oui, c'est ça. Ok. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, quand tu me dis comment bien faire ce rééquilibrage alimentaire, en fait, pour moi, je pense qu'un vrai conseil qui serait à donner, déjà, c'est pas se lancer tout seul, c'est de faire un bilan avec quelqu'un qui s'y connaît pour savoir déjà s'il y a une relation à travailler avec l'alimentation, comme tu disais, parce que comme bah, ça se travaille en effet toute l'année et toute l'année, on peut pas manger de la même façon. Typiquement, bah, en hiver, en effet, on a besoin de choses plus réconfortantes. Quand on part en vacances ou en déplacement professionnel, on n'a pas le choix sur ce qu'on va manger. Donc en fait, tout ça, en fait, c'est un travail de l'alimentation en pleine conscience en fait qu'il faut faire à l'année, donc accompagner pour être sûr de remplir ses besoins, etc. Et puis une fois qu'on a assimilé toutes ces connaissances sur ses besoins, sur l'alimentation, tout ça, on peut se permettre de se dire bon allez là je fais un peu attention quelques semaines avant l'été parce que je serai bien avec un petit centimètre de moins, je me sentirai mieux. Et puis voilà, et en fait, ça crée pas de troubles du comportement alimentaire derrière, c'est quelque chose qu'on fait en toute conscience, peut-être bien accompagné, ou au moins avec les connaissances suffisantes. Et en fait, bah, le résultat est obtenu à la fin, et c'est vrai que c'est quand même plus gratifiant de se dire qu'on a bien fait les choses plutôt que de se dire qu'on doit recommencer le mois d'après, quoi. Oui, et je me dis aussi, surtout, ben, le principal, c'est de se sentir bien dans son corps. Ok, c'est cool de se sentir Ouais. bien, voilà, d'avoir une bonne, à la rigueur, une bonne image de l'extérieur. Mais voilà, le principal, c'est de consommer, de manger bah, exactement en pleine conscience, encore une fois, et se faire d'abord du bien. Et normalement, ça devrait se refléter à l'extérieur, en principe. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai beaucoup de clientes, moi, qui viennent me voir en me disant, bah là, je veux perdre. Généralement, c'est entre 5 et 8 kilos, ce qu'on vient me voir. Et en fait, au fur et à mesure, donc il y a ce travail de rééquilibrage donc, qui est fait en amont. Et en fait, elles se sentent beaucoup plus énergétiques, elles se sentent beaucoup mieux dans leur séance de sport, elles ont un meilleur sommeil. Donc, elles n'ont pas forcément perdu de poids, mais en fait, elles arrêtent parce qu'elles se disent, bah finalement, là, je suis bien. Là, je m'accepte, je suis contente de ce que fait mon corps. J'ai un rythme de dingue, je m'éclate dans mes séances de sport. Je me sens tonique, je me sens bien. Et en fait, elles partent sans avoir atteint le moins 5 kilos parce que finalement, elles se sont senties mieux avant de les atteindre. Alors que quand on fait
une diète à la mode rapide, tu vois, sur un mois. En fait, le but, la promesse de ce régime-là, c'est de te faire perdre 5 kilos, mais il n'y a pas du tout d'éducation derrière, il n'y a pas du tout d'objectif de te faire sentir mieux dans tes baskets, de te faire sentir mieux dans ta tête. Donc, en fait, ta seule jauge de succès, c'est ce moins 5 kilos. Et tant que tu l'as pas atteint, t'es pas satisfait, tu te sens pas bien, parce qu'en fait, t'as plus d'énergie, et en plus, t'es en tête ce 5 kilos qu'il faut aller chercher, enfin, ce moins 5 kilos qu'il faut aller chercher, et que parfois, on n'atteint pas. Donc en plus, ça renvoie cette image de je me sens mal, j'ai raté, je suis nul, ça marche pas sur moi, mon corps il est pourri, etc. Alors qu'un bon rééquilibrage alimentaire, c'est l'inverse en fait. C'est se dire non mais en fait je pète la forme, je peux courir derrière mes gosses, je peux faire tel rando avec des amis cet été, c'est trop bien, il fait beau, et puis j'ai pas de carence, et puis je suis en super santé, et puis finalement en fait on se sent bien en effet le 5 kilos n'a plus du tout d'intérêt quoi. Oui, et c'est dans ce sens-là où aussi, donc l'alimentation, ça fait partie du bien-être dans le sens où on se sent encore plus en forme, donc on a de l'énergie à dédier à des activités qu'on a envie de faire et que peut-être si on mangeait moins bien, on serait fatigué et on n'aurait pas envie de les faire. Donc ça, Ouais, c'est un bon, on va dire, c'est un cercle vertueux dans un sens. ouais, c'est ça. Et justement, par rapport à tes coachings alimentaires, est-ce que tu aurais des défis déjà rencontrés intéressants à partager ou qui reviennent enfin, de manière récurrente? Des vrais défis, c'est faire accepter aux femmes qu'il faut manger plus. Enfin, même quand je le dis, en fait, ça va peut-être surprendre certaines personnes qui nous écoutent, mais en fait, aujourd'hui, je trouve que l'alimentation régime est beaucoup trop normalisée dans le monde féminin. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais enfin, une femme élégante, généralement, c'est une femme qui a un petit appétit. Dans les restos, on est toujours le cliché de celles qui prennent du poulet haricots verts. Dès que dans un film ou un truc, je sais pas, tu as un premier date et la fille prend un burger, un milkshake, c'est tout de suite le date en face va dire oh bah dis donc, tu es une fille qui mange bien, alors qu'en fait elle a pris un burger et un milkshake. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que l'alimentation régime est normalisée pour les femmes et en fait casser cette image pour moi c'est le plus gros challenge parce que certaines femmes ne comprennent pas qu'elles peuvent perdre du poids en mangeant plus. Parce qu'en gros, leur corps est complètement ralenti par une alimentation en sous-régime. Donc généralement, oui, c'est ça, c'est des légumes qui sont pas très caloriques avec un peu de protéines. Et puis de temps en temps, elles ont un craquage sur un dessert ou des choses comme ça. Mais pour elles, c'est leur petit plaisir. Et en fait, ça, c'est normalisé. Et alors que quelqu'un qui va réapprendre à manger des féculents, réapprendre à prendre des plus grosses portions, à prendre un goûter l'après-midi, etc. En fait, c'est quelqu'un qui va relancer son métabolisme, qui va recréer de la masse musculaire, qui va péter la forme et qui va faire tellement plus de mouvements qu'avant qu'en fait, le gras va s'en aller parce qu'il y a du mouvement continuel dans le corps et elle fait plein de choses et voilà, et elle pète la forme. Et je pense que ça, c'est le plus gros challenge que j'ai avec mes clientes en début de suivi, en tout cas, c'est de faire accepter qu'il faut manger plus pour pouvoir perdre du poids. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui abandonnent avant d'atteindre l'objectif que moi je me suis donné pour elles, parce que en fait elles voient qu'elles reprennent 1 kilo par exemple au début, et en fait elles se disent bon, bah, je fais plein d'efforts, tout ça pour reprendre 1 kilo, ça va pas du tout, et en fait elles abandonnent. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de les aider à passer ce cap du 1 kilo supplémentaire pour leur faire accepter qu'en fait finalement dans quelques semaines ou quelques mois elles vont en reperdre 5 derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça prend du temps et en fait, le côté régime minute est tellement ancré aussi dans nos esprits que bah, quand on commence à faire un peu d'effort, on a envie que ce soit rapide, quoi. Ok. Donc ça, c'est difficile. Ouais, le challenge, c'est de rester patient et d'être plus endurant. Ouais, et puis surtout de faire confiance au processus, de faire confiance que son corps, c'est une machine qui est faite pour soutenir tout ce qu'on fait dans la journée, et c'est pas notre ennemi numéro un qui volontairement vient rajouter 1 kilo sur la balance parce que il a décidé de pas t'aimer, quoi. Bah, c'est en fait c'est cette image de mon corps en fait est là pour moi, il est là pour me faire faire des choses et c'est à moi d'en prendre soin. Et il y a beaucoup de personnes qui ont une relation avec leur corps en disant bah en fait je me reconnais pas dans mon corps, je suis pas bien, il renvoie pas l'image de ce que je veux être. Sauf qu'en fait derrière il y a tellement de, de clichés qui ont été assimilés sur le fait qu'il faut pas manger beaucoup, qu'il faut manger que des légumes, des choses comme ça, qu'en fait ces personnes pensent bien faire et finalement font pas ce dont le corps a besoin. Et c'est beaucoup, beaucoup de choses à changer
évidemment, enfin, j'attends jamais de changer la mentalité d'une personne en un seul rendez-vous. Je sais très bien que c'est un long process, mais certaines personnes aimeraient que ça aille plus vite. Et en fait, c'est chacun son rythme et il y a des personnes qui vont avoir un déclic du jour au lendemain, d'autres personnes qui vont assimiler des choses au fur et à mesure et ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'est vrai que c'est un processus de changer les mœurs par rapport au régime, quoi. Ok. Et donc justement, c'est dans tes accompagnements que tu fais des suivis au quotidien. Donc comment ça fonctionne avec toi? Imaginons, il y a une personne qui souhaite te contacter parce que ce que tu as dit aujourd'hui, ça inspire et donc Mhm. et on aurait peut-être besoin d'un coup de pouce et justement tu es là pour nous accompagner. Comment tu peux, comment ça fonctionne si, imaginons, on veut travailler avec toi? Alors déjà, j'invite la personne déjà à regarder mon compte Instagram, parce que c'est vrai que c'est un peu ma vitrine de ma philosophie sur beaucoup de choses, et il faut déjà être en accord avec, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment contre, je sais pas, le fait de manger des féculents le soir ou des choses comme ça, et du coup, bon, ben, en fait, déjà, il faut déjà être en accord, on va dire, avec la personnalité que j'ai, parce que l'accompagnement, c'est vraiment un travail d'équipe sur ce coup-là. Ensuite, je propose donc sur mon site un premier appel gratuit. Donc généralement, les personnes commencent par ça. Donc on fixe un rendez-vous sur mon planning en ligne et ça dure entre 10-15 minutes, hein, c'est pas très long, mais ça permet qu'on se présente, qu'on explique, que moi j'explique ma méthode et que la potentielle future cliente aussi se présente, m'explique ses attentes, etc. Donc là, on voit s'il y a un match. Ensuite, soit cette personne prend rendez-vous en institut et on peut faire un bilan. Donc là, c'est juste un bilan sans... Alors évidemment, on part du bilan avec ses mesures, etc. Et puis les clés majeures, on va dire, de ce qui peut être amélioré dans son quotidien. Mais là, pour le coup, c'est pas un accompagnement. C'est vraiment juste aujourd'hui, tu fais ça, peut-être fais attention à mettre plus de protéines le matin, fais attention à manger moins de ça en faisant plus ça, etc. Donc, c'est des clés majeures. Mais si cette personne souhaite être accompagnée, je fais des suivis. Donc là, c'est que en visio pour le coup. Et en fait, c'est pendant un mois, toutes les semaines, on se donne des rendez-vous en visio. Et moi, par exemple, si j'établis donc le protocole de la personne, je veux l'emmener du point A au point Z, par exemple. Et la première semaine, je vais pas lui dire, bah vas-y, tu as tout l'alphabet à faire en une semaine, on va voir comment tu gères. Je vais plutôt lui dire, bon, bah là, on va essayer de mettre A et B en place. Et puis on en parle la semaine prochaine. Puis à la fin de la semaine, donc au prochain rendez-vous, cette personne va me dire, ah, bah A, c'était facile. C'est bon, j'y arrive super bien. Par contre, B, c'était compliqué parce que j'avais l'anniversaire de ma meilleure amie, j'avais une fête de famille, j'avais ça, etc. Et dans ce cas-là, on débrief, on peut réfléchir ensemble à comment améliorer ce point-là, etc. Et soit on se donne une semaine de plus pour y arriver, soit en fait tout est acquis et en fait on passe au point C, D, E, etc. Et chaque semaine, on avance pour mettre tranquillement le protocole en place, quoi. Ok. Oui, c'est comme si on est, on va dire, débutant dans un domaine et tu es là pour nous coacher. Et On est... l'avantage en fait de le faire en visio et chaque semaine, c'est que ça peut être vraiment, enfin c'est adapté à chaque personne. Donc comme j'ai expliqué avec les anniversaires ou les réunions de famille, en fait on peut très bien me dire, bah, là je pars en vacances au Mexique pendant 2 semaines, qu'est-ce que je fais là-bas quoi? Et en fait on en parle, on explique et comment profiter de ces vacances sans entre guillemets ruiner les efforts, sans se dire bon bah c'est foutu pour foutu donc je reprendrai en rentrant. En fait, c'est bah non, en fait, je peux profiter de mes vacances et en même temps ne pas tout saccager. Enfin, et en fait, c'est cet accompagnement, c'est un peu, je pense aussi, une décharge mentale, tu vois, de se dire, bon ben, voilà, j'ai tous ces problèmes-là qui sont face à moi cette semaine, j'ai ma coach qui va le gérer, j'ai juste à lui poser les questions, à appliquer ce qu'elle dit. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une vraie relation de confiance. La personne doit me faire confiance pour avancer et se dire qu'elle fait confiance au process, au protocole, etc. Et puis moi, je dois pouvoir aussi faire confiance à la personne en face qui doit être 100% honnête avec moi et que si elle s'est fait un paquet de Maltesers sur l'après-midi, elle va pas me le cacher. Et justement, ça va être l'occasion de se dire, bon, ben, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que tu étais stressé? Et en fait, on en parle ensemble et on s'accompagne en fait. Je dirais maintenant, comment on pourrait résumer pour toi en une phrase le lien du bien-être avec l'alimentation, histoire de conclure notre échange? Euh, en fait, je pense que déjà, pour moi, les 4 piliers du bien-être, pour être au top de sa forme, au top du bien-être pour tout le monde, on va dire, c'est l'équilibre entre le sommeil, l'hydratation, l'alimentation et le mouvement. Et en fait, si on a un bon sommeil,
On peut donc on a une bonne énergie, donc on peut se permettre de bien manger le lendemain, parce qu'évidemment, quand on est fatigué, on a plus envie de grignoter, etc. Donc, bon sommeil emmène bonne alimentation. Bonne alimentation donne là pour le mouvement, une bonne circulation avec une bonne hydratation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc tout s'engraine un petit peu, quoi. Donc, mais l'alimentation est nécessaire. En fait, c'est l'énergie du corps. C'est comme si, on parle de calories parce qu'en fait, c'est l'unité d'énergie du corps, mais c'est comme si on mettait des watts dans notre batterie de téléphone, tu vois. Si tu veux que ton téléphone tienne toute la journée, il faut qu'il soit à 100% quand tu pars le matin de chez toi. Et ben, si on a un corps qui est avec une mauvaise alimentation, qui nous crée plus de problèmes de fatigue et de choses comme ça, en fait, on va pas finir la journée correctement, alors que quand on est boosté à 100%, bah, en fait, tout le reste va avec. On dort bien, on bouge bien, on est heureux et voilà. oui, et puis au final aussi, quand on se sent bien, tout de suite, on rayonne davantage, des bonnes choses arrivent à nous dans un sens, c'est vrai, un peu indirectement. Alors que si t'es fait Ouais, une c'est ça. mauvaise humeur, hein, ça va être autre chose aussi. Ok, mais c'est intéressant. Bah, je te remercie en tout cas pour cet échange. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Bah, toutes les informations concernant ton compte, etc., ton site internet, je vais le partager. Génial. Et ben, Euh, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et ton accueil. Merci profondément pour ton écoute. J'espère que cette discussion avec Marine t'aura bien inspiré pour trouver un bon équilibre alimentaire et donc te booster et avoir un quotidien merveilleux, ou en tout cas faire tout ce que tu souhaites avec une belle énergie. En attendant, tu peux donc là tout de suite après suivre Marine sur son compte Instagram Active by Marine. Je vais mettre toutes ces informations dans la description du podcast et aussi tu pourras, si tu veux, faire un appel découverte avec elle ou un bilan corporel. En tout cas, je te dis à bientôt.